Comment préparer son équipe pour la rendre la plus performante possible pendant le match? Pour être complète, la préparation doit être physique et mentale. Pour un entraîneur, les problèmes les plus importants à maîtriser sont d'ordre psychologique et humain. Chaque joueur est différent dans sa personnalité. L'entraîneur doit s'adapter à chaque individu. Toutes ces individualités forment une équipe qui elle-même au final a sa propre identité. Sans bonne préparation, si l'échauffement est bâclé, l'équipe aura des difficultés à trouver son rythme de jeu. Voici ce qu'il faut faire. Alors comment rendre son équipe la plus performante en fonction de l'effectif? L'entraîneur, en privilégiant le jeu d'attaque ou de défense, et ceci bien souvent pour conserver un résultat, va en fonction des spécificités des joueurs disponibles, composer une équipe équilibrée. Pour cela, il va unir les talents des uns et des autres pour rendre les joueurs complémentaires. Il faudra composer une équipe en lui donnant une âme de jeu. Pour cela, il faudra commencer par trouver le joueur qui sera le meneur de jeu et bâtir l'équipe autour. Ce meneur de jeu n'est pas forcément le meilleur joueur de l'équipe. C'est celui qui joue pour les autres et qui voit plus vite que les autres. Il sera peut-être moins technique, moins rapide, mais il jouera juste. Être digne pour rendre l'équipe digne. Le sport de compétition génère beaucoup d'émotions. Celles-ci ne sont pas toujours faciles à gérer. L'entraîneur se doit d'éliminer toutes ses propres tensions, sinon il risque de les transmettre à l'équipe. S'il veut des joueurs compétitifs, il doit l'être aussi, et montrer l'exemple par son attitude. Une équipe sereine sera bien plus facile à diriger qu'une équipe de rebelles. En fonction de sa personnalité, l'entraîneur peut détendre l'atmosphère par son charisme. Il faut noter qu'une équipe est toujours à l'image de son entraîneur. En regardant une équipe jouer, on connaît l'entraîneur. Dans son comportement, l'entraîneur doit avoir une image bienveillante, rassurante, noble et respectable. Il doit faire en sorte que ses idées deviennent celles des joueurs. Celui-ci ne pourra pas obtenir leur adhésion en les forçant. Il obtiendra de bien meilleurs résultats en faisant partager ses idées dans le respect. Dans sa communication, l'entraîneur doit être enthousiaste dans ses propos. S'il est anxieux, il va transmettre son stress aux joueurs qui vont l'absorber comme un buvard. En situation de match, il ne doit jamais douter de son équipe, même s'il a constaté que l'adversaire est brillant. Et si toutefois l'adversaire est redoutable, il ne faudra jamais parler de lui en termes élogieux, mais en le banalisant. Attention, placer l'adversaire sur un piédestal, c'est rabaisser son équipe. En conclusion, l'entraîneur a un gros travail à accomplir sur lui-même, de façon à transmettre un dynamisme et une énergie à l'équipe. L'entraîneur ne doit pas être amorphe, dépité, résigné, anxieux, grincheux ou culpabilisateur. L'ambiance doit être au beau fixe, calme, sereine et détendue. Avant chaque match, il doit être parfait pour que son équipe le soit. Petit footing le matin, réviser ses notes pour la causerie d'avant-match, apprendre par cœur son texte et son jeu de rôle. Tout doit être calculé à l'avance. Être exigeant de ses joueurs commence par l'être pour soi-même. Comment rendre l'esprit vaillant pour rendre le corps vaillant? Tout le discours doit être préparé à l'avance en donnant l'impression d'être spontané. Pour cela, l'entraîneur va jouer un rôle d'acteur. Il devra conforter les joueurs sur leur état de forme de façon à les sécuriser et à les mettre en confiance. Pour cela, il devra vanter les qualités de chaque joueur en fonction de son poste et de ce qu'il va apporter à l'équipe. Si les enfants sont jeunes, identifiez-les à des super-héros. Il devra également mettre en avant les qualités de l'équipe. La préparation mentale doit s'effectuer en réalisant un réveil musculaire ou un échauffement léger. Ceci pour permettre d'évacuer les petites appréhensions. Il faut également banaliser le stress et la boule au ventre. Tous les grands champions, les chanteurs, les acteurs de cinéma sont stressés. Les enfants doivent comprendre que s'ils sont stressés, c'est normal. C'est l'envie de bien faire qui se manifeste. L'échauffement a plusieurs objectifs. Celui de préparer l'organisme à l'effort qui va suivre, afin d'améliorer la performance physique et mentale, tout en évitant les blessures. Varier la préparation d'avant-match en fonction du type de match abordé. Par exemple, lors des matchs amicaux, on peut confier une partie de l'échauffement au capitaine de l'équipe. Cela permet de le responsabiliser. En tournoi, les temps d'attente entre les matchs sont longs.
Ces temps d'attente doivent être gérés comme une horloge. Hydratation, repas, repos, réveil musculaire, échauffement, consignes de match à donner. Et toujours en tournoi, pour les tout petits, de temps en temps, faire jouer tout le monde ensemble si la place le permet. Joueurs, entraîneurs et même les parents, de façon à créer une émulation générale. De même, avant la finale d'un tournoi, juste avant d'entrer sur le terrain, faire un jeu ludique de façon à oublier l'enjeu. Avant le match, proposer une activité stimulante et compétitive, de façon à stimuler l'ardeur et aiguiser l'esprit compétitif des joueurs, puis maintenir cet état jusqu'au match. Donner de l'union aux actions collectives. Dans un lieu calme, rappeler les objectifs des dernières séances. Dans les directives, très souvent, les joueurs ne semblent s'intéresser qu'à ce qui les concerne directement et sélectionnent dans les propos émis uniquement ce qui est en rapport avec le poste qu'ils occupent ou la ligne où ils opèrent. Donc, il est préférable, pour être plus pertinent, de prendre son temps et d'avoir une discussion avec chaque joueur séparément. Commencer la discussion en vantant les points forts du joueur afin qu'il soit réceptif pour la suite, c'est-à-dire pour la consigne la plus importante qu'il devra respecter. Donner une seule consigne, c'est suffisant, deux tout au plus. Il ne faut pas noyer le joueur avec une multitude de consignes à respecter. Sinon, il va paniquer devant le lourd fardeau que vous lui demandez de porter. Il faut comprendre que trop de consignes annulent l'ensemble des consignes en les diluant. Juste avant l'entrée sur le terrain, rappelez la consigne de jeu essentielle à respecter. Puis, rassurez les joueurs en énonçant la devise de l'équipe. Peu avant la rencontre, on peut par quelques rappels maintenir la vigilance, vérifier que l'esprit combatif ne se relâche pas. Il s'agit alors davantage de remarques destinées à maintenir ou accroître la motivation que de consignes techniques. Il faut rentrer en conquérant, tout en gardant sa concentration et sa motivation. L'entrée de l'équipe sur le terrain doit être dynamique et coordonnée. Si l'attente est longue avant le début du match, et bien souvent au tournoi, les joueurs doivent garder leur concentration, leur excitation et leur dynamisme. Pour cela, ils ne doivent pas rester immobiles, mais rester en position dynamique, c'est-à-dire sautiller sur place ou également trottiner. Les joueurs doivent s'encourager et communiquer entre eux, afin de maintenir une vigilance accrue et une osmose d'équipe. Il faut noter que de mauvaises conditions de jeu, par exemple un terrain gras ou détérioré, un terrain gelé, il y a du vent, du froid, une chaleur intense, atténuent la différence de jeu qui peut exister entre deux formations. Pendant le match, il faut encourager, conseiller et rappeler les consignes de match tout en s'adaptant à l'adversaire. La règle d'or, quand on s'adresse à un joueur pendant un match, est de commencer la conversation en le félicitant sur une action de match. Une fois que le joueur a ouvert les portes de son attention, il est prêt à écouter. Si on commence par le rabrouer, le réprimander, il ferme les portes et n'écoute plus. Il ne faut pas oublier que la conversation est entendue de tous, y compris du public. S'entendre dire que l'on a mal fait devant tout le monde ne rend pas très réceptif. En quelque sorte, il faut d'abord commencer par du positif pour faire passer le négatif. L'excellence en coaching, c'est de tout transformer en positif. Par exemple, quand un joueur n'est pas démarqué, il faut dire « Bravo Paul, continue à bien te démarquer ». Le joueur va aussitôt se rendre compte qu'il n'est pas démarqué et il va tout de suite corriger la situation pour être conforme aux encouragements et félicitations de son entraîneur. On ne veut jamais décevoir quelqu'un qui vous félicite. Et s'ils sont plusieurs, il faut dire « Je félicite tous les joueurs qui sont démarqués ». Et si une passe est mauvaise, il faut dire « Paul, ton idée était bonne, dommage ». Ne pas en rajouter. Pour ne pas casser une dynamique de jeu, il faut exclure de l'équipe les joueurs qui boudent ou qui baissent les bras au moindre problème. De même, les joueurs qui se découragent ou qui ne s'intègrent plus dans le collectif quand l'équipe est menée au score. Prendre un but à la suite d'une erreur grossière, comme une maladresse, de la nonchalance, de l'inattention ou de la négligence, démoralise inévitablement l'équipe, ce qui provoque une baisse de motivation et perturbe l'esprit d'équipe. Le joueur qui culpabilise le fautif le fait par dépit
mais également pour se déresponsabiliser aux yeux de tous. Si le responsable de l'erreur ne réagit pas comme il se doit, mais devient nonchalant et adopte une attitude de résignation, se met à bouder ou à pleurer, il faut le remplacer, afin de ne pas désagréger la vaillance de l'équipe. Si l'équipe prend un but à la suite d'une erreur grossière, il ne faut pas accabler le joueur responsable. Si l'ambiance est positive, les joueurs vont le réconforter à partir du moment où l'entraîneur va dans ce sens. Si l'ambiance est négative, les joueurs vont le blâmer et le responsabiliser, surtout si l'entraîneur montre son désarroi et son mécontentement. C'est le signe révélateur d'une équipe en perdition. Seule une forte solidarité entre les joueurs et une vaillance collective peuvent surmonter l'incident. Il faut également exclure de l'équipe les joueurs qui sapent le moral du groupe en critiquant les autres et en marquant des gestes de dépit. Un joueur moins bon, mais volontaire, fiable psychologiquement et qui a tout approuvé, sera nettement plus bénéfique pour l'équipe. Faire un bilan de la première mi-temps. Le respect des consignes, point à corriger pour s'améliorer face à l'adversaire. Rassembler l'équipe calmement, loin de toute forme d'agitation. Éloigner tout élément perturbateur, les frères, les sœurs, les parents, les amis. Et il faut s'éloigner du bruit. Placer l'équipe dos au soleil ou dos à l'agitation pour capter son attention. Les enfants ont le regard attiré par ce qu'ils bougent, surtout si ce sont d'autres enfants qui jouent. Le mécanisme d'engrenage joue dans les deux sens. Une bonne entame de match renforce la confiance des joueurs et la valeur de l'équipe. A l'inverse, un début médiocre permet aux doutes de s'installer et crée un climat difficile. Rappelez les consignes. Ont-elles été respectées? Questionnez les enfants. Que doit-on faire pour mieux jouer? Donnez éventuellement une nouvelle consigne. Réalisez un bilan constructif afin d'améliorer le jeu de l'équipe pour le prochain match. Serrez la main des adversaires en maîtrisant toute émotion excessive, qu'elle soit positive ou négative. Féliciter l'adversaire de sa victoire, c'est se grandir aux yeux de tous. Il est préférable de perdre avec panache et dignité que de perdre dans le déshonneur en hurlant et en se trouvant des excuses. Puis rassembler les joueurs afin d'effectuer un bilan du match. En cas de victoire, profitez de l'euphorie pour renforcer les acquis en nommant les points qui ont été positifs. Si toutefois des points ont été négatifs, on en parlera lors du prochain entraînement pour ne pas saper l'ambiance du moment. En cas de défaite, dans la défaite, l'entraîneur doit être solidaire vis-à-vis des joueurs. Il ne faut pas oublier que la défaite est formatrice. On gagne sur les points faibles de l'adversaire. Donc en perdant, l'adversaire nous a montré nos points faibles. Il va falloir les identifier et y remédier. Pour cela, il va falloir être constructif et objectif. Lors de la défaite, il ne faut pas reporter sur les joueurs son amertume et sa déception. Les séances punitives, après les défaites, provoquent une détérioration du climat de l'équipe. Il est difficile de travailler en parfaite harmonie lorsque des moyens de répression sont brandis en permanence pour assurer le fonctionnement normal du groupe. Une bonne préparation peut faire gagner un match qui semblait compliqué. Et à l'inverse, une mauvaise préparation peut faire perdre un match qui semblait accessible. Bien souvent, lorsqu'une équipe gagne, on met en avant son esprit de corps, sa motivation, son collectif et sa détermination. A l'inverse, quand elle perd, on regrette son manque d'engagement et son relâchement coupable. Pour certains, quand l'équipe perd, c'est dû au fait qu'on a mal joué. Car pour ces personnes, c'est toujours difficile dans la frustration de reconnaître les qualités de l'adversaire. Un dernier conseil. Lors d'un tournoi, attention au match retour quand vous avez gagné le match aller en phase de poule. Car l'adversaire va forcément hausser son niveau de jeu. À nous de ne pas tomber dans la facilité en pensant que le résultat sera forcément identique au premier match. C'est le principe des vases communicants. Une équipe va hausser son niveau de jeu, tandis que l'autre, victorieuse à l'aller, va se relâcher, ce qui va induire à une baisse de son niveau de jeu. C'est toujours le match piège. Maintenant, je vous souhaite un bon coaching et bon match.
Thank you.